Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Phocéen pour un nouvel OM au café. On est ensemble pour une belle émission, j'espère, où on va aussi vous donner la parole dans la deuxième partie. Vous le savez, vous en avez l'habitude, vous pouvez appeler et on peut discuter de ce que vous voulez. Voilà, c'est sympa d'avoir aussi des avis. On a le chat aussi, évidemment, de Twitch. Vous êtes avec nous, vous êtes aussi avec nous sur le phocéen.fr en direct et ça, c'est cool. Mais si vous voulez venir échanger, c'est sur le chat de Twitch. Ça va les amis, tout va bien. Deux questions rapides, pas surpris des décisions de la commission de discipline, pas du tout. Pour Balerdi, j'avais aucun espoir. Et puis pour les groupes de supporters, on s'attendait tous à avoir une suspension, mais pas trop. Et ben, ils ont trouvé la parade en donnant un match au MTP et aux Ultras et 2 matchs de sursis aux Ultras, ce qui veut dire que ils seront là contre le PSG, bien sûr, pour le décorum, hein, évidemment. C'est important. Voilà. Et puis pour nos supporters aussi, c'est bien qu'ils soient là pour ce match. Hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais voilà, on n'a pas de surprise sur la suspension contre Angers, voilà, de nos 2 groupes de supporters pour des engins pyrotechniques, hein, pour les fumigènes qu'on a vus pendant le match contre Nice notamment. Ce que j'en pense, c'est que c'est toujours autant abusé de priver, allez là ça va être presque 6000, 7000 personnes de football juste parce qu'on a allumé des fumigènes pour fêter un anniversaire, quoi. Voilà, alors est-ce qu'on n'aurait pas pu les allumer avant le coup d'envoi? Peut-être ça aurait, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit peu match suspendu pendant 2-3 minutes, mais bon. Que dire? Et puis pour Benatia, il sera suspendu sans doute mercredi prochain. Hein, c'est mercredi prochain qui passera Mehdi Benatia. Alors, le gros train de la hype, grâce à Ozarm et Loulou, qui nous prennent un petit mois d'abonnement avec Prime. Vous pouvez le faire, hein, vous liez votre compte Prime avec votre compte Twitch. Et c'est déjà prévu dans ce que vous payez avec Prime. Donc voilà, vous avez un petit bonus Twitch où vous pouvez donner votre Prime à qui vous voulez. Et on a du coup un train de la hype aussi grâce à Mick Mars. J'avais pas vu celui-là. Merci beaucoup mon poulet. 13 mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Tic. Et bien, on va continuer tranquillement cette émission. Rabiot dans le groupe à Strasbourg, je pense pas, Julius. Parce que, à mon avis, il sera dans le groupe contre Angers. Mais je vois juste dans le groupe contre Angers et reprendre vraiment à partir d'après la trêve internationale. Il faut penser qu'il n'y a pas eu d'entraînement collectif pour lui depuis l'Euro. Donc, c'est quelque chose de finalement assez logique. Et qui au talk ce soir? Voilà, Forza Massilia, je voulais répondre à ta question. Forza Massilia, pardon. Répondre à ta question précisément. Il y aura Sébastien Volpe, il y aura Bastien Cordoleani, il y aura Romain Canuti et il y aura Stanislas Touchot, le journaliste de l'AFP. Voilà, les faits, rien que les faits. Donc ça va être une belle émission. Évidemment, on va préparer le match de Strasbourg, les débats, comme s'il en pleuvait. Et on a Natonat, 18 mois d'abonnement avec ton Prime, merci beaucoup. C'est cool. On continue à remonter le chat. Ah, t'as réussi à négocier avec DAZN, Lopsy? Bah tant mieux, c'est bien. Tant mieux pour eux. Et pour toi, pardon. 9 sur 9 possible. Eh ben, je sais pas, tu vois, Strasbourg, Angers, Montpellier, normalement, on se dit 9 sur 9 possible. Mais c'est la Ligue 1, il y a 2 déplacements dans le lot. Donc moi, je te dis 7 sur 9, je signe. Voilà, ça peut paraître fou, mais moi, je trouve que si on tourne à 7 sur 9 sur ce match-là, alors c'est peut-être manquer d'ambition, mais on sait ce qui peut se passer dans des matchs de foot. Tu peux te faire accrocher. Moi, je suis moi, je suis d'accord avec Matt. Strasbourg, faut mettre un peu du respect. C'est très fort, je suis pas aligné avec ça, mais c'est solide. À domicile, ça va être difficile. Donc voilà, moi, je dirais 7 sur 9. Si tu me dis on fait match nul à Strasbourg et on gagne Angers-Montpellier derrière, je signe. Voilà, ça nous ferait quand même beaucoup de points sur un début de saison. Ça ferait 13, ça ferait 20 points. 20 points sur 24. Ça serait un début de saison absolument tonitruant. Donc, il ne faut pas être plus gourmand que les gourmands. Les frères Chabert, ils sont où? Bah, ça fait longtemps qu'ils sont partis, Nico et Rémi. Et voilà, ils sont plus au Phocéen en tout cas. Mais je vois que tu remontes ta question beaucoup, Yoyotine, donc je réponds, hein, bien sûr. Ça fait longtemps. Santos Nanasi,
J'ai pas vu la suite du message, mais Emega, Diarra, etc. Oui, 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 c'est des bons joueurs. Bien sûr. Ça manque un peu de, je trouve, de rigueur tactique sur certains points défensifs, mais belle équipe. Non, Merlin, je pense qu'on est sur le même timing que Rabiot. Je pense qu'il reviendra un peu contre Angers, peut-être dans le groupe ou titulaire, et qu'il y aura vraiment un retour en force de Merlin après la trêve internationale. Et à Montpellier, on galère toujours. C'est vrai aussi, Gigito. Voilà, faut pas se raconter d'histoire. Ne trouves-tu pas que les médias mainstream parisiens veulent provoquer une enflammade chez nous? Lolo, non, je pense pas qu'ils veulent provoquer une enflammade. Je pense qu'ils aimeraient que tout le monde s'enflamme parce que, évidemment, si l'OM revient sur le devant de la scène, les chiffres de leurs émissions sont toujours plus intéressants. T'as beaucoup plus envie de regarder, d'écouter l'after quand l'OM gagne, par exemple. Moi, par exemple, quand l'OM perd, j'ai pas du tout envie d'écouter les débriefs, ça m'énerve. Je les écoute parce que c'est mon travail, mais ça m'en donne moins envie. Donc évidemment que tous les médias, même parisiens, ont envie d'avoir un OM fort. Mais là où je peux peut-être mettre un bémol, c'est qu'ils veulent un OM fort, mais pas trop quand même. Il faut quand même que le PSG garde sa suprématie. Il faut pas déconner, tu vois. Donc voilà, l'OM fort, oui, mais pas trop. Donc c'est pour ça que des fois on a l'impression que ils cherchent un peu la petite bête, la polémique, etc. Mais ça fait partie du jeu. En tout cas, nous, si on est fort, on sera fort tout seul et on sera fort ensemble. Une chance de voir les minots entrer en jeu face à Angers et Montpellier. Kylian, je vais te poser une question, j'aimerais que tu répondes sincèrement dans le chat et je vais être très attentif. Est-ce que c'est vraiment important? Je veux dire, à quoi ça sert quand tout va bien de vouloir voir les minots? Moi, je ne comprends pas ce truc. Je veux dire, on n'a pas besoin d'eux. C'est très bien, ils sont dans le groupe, ils prennent de l'expérience, les Sternal, les Bacola. Bacola qui était du déplacement à Lyon d'ailleurs. Mais de là à vouloir les voir, moi, je m'en fous. Je veux voir la meilleure équipe possible. Donc, pour répondre à ta question, oui, on peut peut-être voir, si on gagne 3-0 contre Angers, par exemple, un Bacola, un Sternal entrer en jeu pour donner un peu d'expérience à ces jeunes joueurs. Mais honnêtement, je m'en fous. Voilà, mais donc pour répondre clairement à ta question, à Strasbourg, je pense pas du tout. À Montpellier non plus. Par contre, contre Angers, selon le scénario du match, peut-être. Voilà. Mais j'aimerais bien que tu me dises en quoi c'est important pour toi, vraiment, et avec sincérité, j'essayerai de débattre avec toi par message interposé. Mais Kylian Rome en plus. Romain, ça doit être un petit Romain derrière tout ça. Donc, j'aimerais vraiment comprendre pourquoi c'est important pour toi. Uskli, 17 mois d'abonnement, merci à toi. Et 6e mois d'abonnement. Quelle défense à Strasbourg, me dit Tiny Attention? Bah écoute, c'est une bonne question. Peut-être qu'on repartira sur l'idée de ce qu'on a fait à Lyon. Et je le répète, c'était avec Murillo qui jouait très haut. L'idée de base, c'est d'avoir un Murillo qui prenait le couloir façon Merlin et d'avoir une défense avec Brassier qui sécurise côté gauche et un axe Kondogbia-Balerdi. Là, tu peux très bien avoir un axe Kondogbia-Cornelius. Alors, ça fait 3 gauchers dans la défense centrale. Moi, ça me dérange pas, mais je sais que ça dérange certains. Mais je pense qu'on pourrait aller vers ça. Voilà. J'attends ta réponse, Kylian. Hein. J'attends ta réponse. Je le précise. Je vais lire du coup qu'aucun de sort. Je suis d'accord avec toi, Romain, mais Sternal et Bacola n'ont sans doute pas prolongé leur contrat pour avoir aucun temps de jeu cette saison, même si on leur a vendu un plan de développement sur plusieurs années. Ils ont 16 ans. 17 ans pour Sternal, je crois. Et Bacola va les avoir ou vient de les avoir, je ne sais pas exactement, mais ils ont 16 ans. Est-ce qu'à 16 ans, quand on n'est pas Zizou, Nasri, ou est-ce qu'on a le niveau pour être dans une équipe qui joue le titre? C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Donc, il a 16 ans, Bacola. Il aura 17 ans le 30 novembre. Pour moi, ils sont trop jeunes. Alors évidemment, tu peux leur donner un peu de temps de jeu, mais le fait qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe, pas une petite Conference League, parce qu'on aurait joué en Conference League cette semaine, là, ou ce soir, ou demain. Je pense que sans aucun problème, on aurait vu Bacola titulaire ou Sternal titulaire, on aurait vu des tentatives. Là, on n'a pas ce laboratoire, on est déjà dans le sprint final.
si on joue le titre, comme certains pensent, on est déjà dans le sprint final. Et si on joue le podium, tous les points comptent. On n'est pas dans le sprint final, mais tous les points comptent. Donc, il n'y a pas de place. Kylian, merci pour ta réponse. Je vais la lire. C'est pas d'une importance capitale, mais je fais écho au propos de Benatia qui dernièrement disait que les jeunes jouent à l'OM. Il a un peu botté en touche selon moi en répondant pour Ro, Henrique, etc. Mais j'avais l'impression que la question portait sur les minots. Oui, voilà. Honnêtement, je pense que le plan de l'intersaison, avant d'avoir les signatures de Greenwood, d'Højbjerg, de Rabiot et de tous les très bons joueurs qu'on a fait, c'était de faire une place quand même pour ces jeunes joueurs-là. Bacola, Sternal, peut-être Lafont, Abdallah, on l'a vu pendant la prépa. Mais le fait est qu'on a recruté des joueurs de très haut niveau, vraiment de très haut niveau, et qu'il n'y a pas la place. Donc je pense que le plan a un peu changé. Tant mieux si on a réussi à prolonger Sternal et Bacola, hein, c'est quelque chose de positif. Mais du coup, le plan a un peu évolué. Voilà, à mon avis. Et Lolo Dugard nous dit « Les minots s'entraînent avec les pros coachés par Roberto De Zerbi. C'est pas mieux que de jouer titulaire dans une équipe coachée par Duprat ?» Point d'interrogation. Ouais, alors ce bashing de Pascal Duprat, moi, j'aime pas trop. Mais ton message est juste. Je suis totalement... Alors... Joue le titre, rien que ça, n'importe quoi. Écoute, je n'ai pas dit qu'on jouait le titre. Je t'explique, Squiggles the Gobelin, que si à l'intérieur, et je pense que tu fais venir Rabiot, Greenwood, tu leur vends pas de jouer le podium. Tu leur vends de tenter d'aller faire un coup. Mais ça, c'est mon avis. Si tu le joues vraiment le titre, ou en tout cas, si tu te dis, il faut qu'on soit là au cas où, dans la course, tu peux pas te permettre de donner trop de temps de jeu n'importe comment à n'importe qui. C'est tout ce que je dis. Par contre, si effectivement l'objectif c'est podium, on se développe tranquillement. Mais je pense pas que l'attitude qu'on a vue à Lyon, c'est une attitude d'une équipe qui joue le podium tranquillement. Donc c'est pour ça que je parle de ça. Mais voilà. Je pense que je me suis fait comprendre. Après, on a le droit de pas être d'accord. Moi, je dis pas on joue le titre. Je dis il faut qu'on soit là si accident pour Paris. Parce que je pense que si Paris n'a pas d'accident, ils vont être durs à battre quand même, sur la longueur. Un sprint de 30 matchs, t'as pas fait d'athlé, non? Effectivement, oui, Stitolt, j'ai pas fait d'athlé, c'est vrai. Mais c'est plutôt comment dire, c'est un trait d'esprit. C'est-à-dire qu'on parle de sprint, mais que sprint final, etc. Moi, je considère, dans ces saisons à 34 matchs, que tous les points comptent, surtout quand on a des objectifs très élevés et qu'on n'a pas une marge d'erreur importante. Le PSG n'est pas en sprint final. Le PSG, ils savent que s'ils peuvent enchaîner 10 victoires d'affilée et qu'ils peuvent reprendre le lead à un moment donné s'ils se motivent. Toi, tu n'as pas cette marge d'erreur-là. Tu as une équipe qui n'est pas encore construite à 2000% comme eux, et que si tu perds 2 points bêtement par-ci, 2 points bêtement par-là, une défaite à Montpellier, tu vois, des trucs un peu bêtes, tu ne seras pas dans la course. Ça, c'est sûr. Donc oui, c'est un sprint final déjà lancé, et même si on est au mois de septembre, et je le maintiens. Voilà. C'est mon avis, en tout cas. Et il y a une expression qui dit « il faut viser la lune pour tomber dans les étoiles » ou un truc comme ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si Delange, je le fais jouer en coupe, ouais, Moineau. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je pense qu'il faut être ambitieux. Et si tu chutes au point de finir juste sur le podium, c'est déjà un podium. Voilà, c'est super. Vu où on était en mai dernier, c'est super. Je comprends pas la question sur Mbemba, Jeannot. Mbemba en réserve avec Papin, vrai entraîneur, ça compte comme professionnel. Non, mais c'est pas ça le débat. C'est pas qu'il est pas obligé de jouer en professionnel, Mbemba. On est obligé de lui fournir des entraînements professionnels avec des entraîneurs qualifiés, etc. À voir si on peut réussir la pirouette du Pro 2, puisqu'on a créé, on a appelé l'équipe réserve désormais l'équipe Pro 2.
Il y a beaucoup de pros, hein, Soglo, Muguet, qui sont dans cette équipe-là. Et peut-être qu'on peut réussir à faire passer ça avec un entraîneur diplômé comme Jean-Pierre Papin. Peut-être qu'on peut faire passer ça comme un entraînement professionnel, même s'il ne s'entraîne pas avec De Zerbi. Je pense que là est la combine pour essayer de ne pas mettre Mbemba dans les pattes de Roberto De Zerbi. Voilà, pour répondre à ta question, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu. Et voilà. Si tu joues le titre, tu peux pas te contenter d'un nul face à Strasbourg. Bien sûr que si. Le PSG a fait nul à Reims. Tu as le droit de te faire accrocher par une équipe du top 10 de Ligue 1 sur un match à l'extérieur. Le truc, c'est qu'il faut pas le répéter. Pour l'instant, on est sur 3 victoires en 3 matchs à l'extérieur. Je pense que tu peux te contenter d'un nul. Pas te contenter, mais tu vas le jouer pour la victoire. Mais si tu te fais accrocher et que tu gagnes derrière Angers et Montpellier, je pense que c'est un parcours quand même de champion dans l'esprit de ce qu'on peut faire. Voilà. Après, bien sûr, si on peut ne perdre aucun point, ben, on perd aucun point. Et voilà. C'est mon avis en tout cas. Ça s'appelle un marathon, Romain. Tu dois avoir la même allure à chaque kilomètre. Il n'y a pas de sprint. Oui, si vous voulez. Je suis d'accord. Moi, ce que je dis sprint final parce que j'aime bien l'expression de fin de saison du sprint final, mais que je trouve qu'elle est un peu galvaudée et que des fois on dit c'est le sprint final alors que c'est pas forcément. Un sprint final, ça peut être 2 équipes qui sont à touche-touche, à égalité de points et qui restent 3 matchs. Là, tu lances un sprint final. Pour moi, effectivement, on est plus sur un marathon. Mais ça, c'est de la technique, hein, Hippovin. Mais j'appelle ça un sprint final quand même parce que c'est intense. Regarde les émotions qu'on a sur les matchs. Pour moi, c'est très très important de ne pas laisser le moindre point en route. Et du coup, je reste sur la logique du sprint final parce que quand tu es dans le sprint final, tu peux pas laisser un point sur le côté. Et je pense qu'on est déjà dans cette logique-là. Voilà. C'est à nous de provoquer l'erreur de Paris. S'ils ont de l'avance en Ligue 1, ils peuvent faire tourner pour la Ligue des Champions. À nous de rester derrière eux toute la saison. Je suis d'accord, Finch. Il faut vraiment les coller et les obliger à pousser un peu sur les organismes, à pas trop faire tourner, etc. Même si Luis Enrique est quand même un adepte du turnover. Hein. Mais bon, voilà. Je rattrape mon retard dans le chat. Pardon les copains. District qui nous dit franchement avec notre équipe c'est quand même dommage de ne pas avoir accroché une petite coupe d'Europe, ça nous aurait permis d'accrocher un trophée. Ouais, je pense que d'accrocher un trophée c'est un peu compliqué à dire, hein. Je suis pas sûr qu'on aurait gagné une coupe d'Europe parce qu'on a 2 herbes, bien les gars, faut pas. Peut-être qu'en Conference League effectivement on aurait eu des chances, mais d'ailleurs le plateau il est quand même relevé et c'est pas si simple de gagner une coupe d'Europe. Et valoriser les jeunes. Oui, alors après ça, l'avantage de son inconvénient, c'est-à-dire que comme t'as pas de Coupe d'Europe, pendant que les autres vont s'épuiser, Monaco, PSG et tous les autres, hein, Nice, Lyon, Lille, et le dernier m'échappe, Brest. Bon, Brest c'est un autre sujet, mais encore que je pense que Brest sera pas loin du top 7 en fin de saison en Ligue 1. Je les trouve très cohérents. Je trouve qu'ils ont fait un bon recrutement. Bref, c'est un autre débat. Mais voilà, pendant que tout le monde va s'épuiser, toi tu vas te reposer, te préparer tactiquement, physiquement, à affronter les matchs du week-end et ton main event, ton moment fort de la semaine, ça sera pas ton match de Coupe d'Europe, comme ça peut être le cas du PSG ou de Monaco, ça sera ton match de championnat. Et mine de rien, c'est pour ça qu'on dit que c'est cette saison ou jamais peut-être, c'est qu'on a beaucoup d'armes pour aller lutter dans le très haut du tableau, et on a en plus l'arme physique, et on sait déjà qu'on sera pas fatigué. Donc voilà, je trouve en tout cas un bon argument pour dire qu'on est crédible dans cette course-là. Maintenant, il va falloir le montrer sur le terrain. Si tu perds à Strasbourg, que tu fais un nul à Montpellier et que tu perds le Classico, c'est fini. Voilà, donc voilà. Non, mais je suis d'accord, Steph. Évidemment que ça serait dommage un nul à Strasbourg, même si c'est pas catastrophique. Moi, je te dis, évidemment, j'ai envie qu'on gagne à Strasbourg. Je dis juste que
dans une logique de construction de saison, si tu gagnes à Strasbourg, mais que derrière, si tu fais match nul à Strasbourg, mais que derrière t'enchaînes contre Angers à domicile et à le retour de la trêve que tu bats Montpellier, je pense qu'on peut parler d'enchaînement plutôt réussi. Donc voilà, c'est juste ça. Maintenant, tu as raison, hein, nul à Strasbourg après avoir fait ce qu'on a fait à Lyon, ça serait dommage. Mais en même temps, gagner à Strasbourg, ça nous ferait quand même, et soyons honnêtes, 4 victoires d'affilée à l'extérieur, 5 en comptant celle du Havre l'année dernière, ça serait quand même une sacrée performance. Je suis surpris du renouveau de Paul Lirola, je trouve qu'il est fit, qu'il est en forme physique et en forme technique aussi. Je suis assez surpris et c'est très bien. Je l'avais déjà trouvé bien à Brest, même s'il avait eu la plus mauvaise note de tous les médias. Moi, je l'avais trouvé pas mal dans ce rôle d'ailier gauche qui était vraiment pas facile. Là, j'ai été vraiment très surpris du stade. J'ai trouvé cohérent. Bon, après, c'était dans une défense à 5 et il est vrai que Paul Lirola avait brillé avec Sampaoli dans une défense à 5. Donc voilà. Je suis plutôt satisfait et c'est bien d'avoir un joueur de plus sur lequel compter. Prince Wars, merci pour ton Prime et pour mes super analyses. C'est super, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, on a l'effectif pour jouer la Conference League, mais c'est comme ça. On la joue pas. Est-ce que Mudryk, c'est une bonne idée? Oui, tiens. Loïc Lachaud, est-ce qu'on lance les appels? Oui Loïc, tu peux envoyer le numéro. On va commencer à prendre évidemment nos amis en ligne. Mudryk, est-ce que c'est une bonne idée? Mais écoute, c'est comme si tu me dis Greenwood, est-ce que c'est une si bonne idée sportivement? Est-ce que Højbjerg c'est une bonne idée? Mudryk c'est un super joueur. C'est probablement le meilleur joueur ukrainien du moment. Évidemment à Chelsea ça le fait pas. Mais Mudryk, les gars, tu me demandes, attends, sachant qu'il y a Rowe et Luis Enrique, mais attends, Luis Enrique, tout gentil, tout bon qu'il est en ce moment, et je le dis, il est bon en ce moment, donc je suis très content que je me sois trompé. Mais si Mudryk il arrive en prêt, tu vois, pour finir la saison, je pense qu'il faut le faire. Alors évidemment, ça devra s'accompagner peut-être de la vente d'un joueur offensif, Amin Harit par exemple, ou Luis Enrique. Mais on parle quand même de Mykhailo Mudryk, qui est un super joueur. Donc oui. Après, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut désorganiser l'équipe en janvier? Ça, c'est pas à moi de le décider, mais oui, s'il y a une ouverture, je pense qu'il faut y aller, peut-être plus en juin d'ailleurs, mais voilà. Massilia, merci pour tes 4 mois d'abonnement, c'est gentil, avec ton Prime. Et on remonte inlassablement cette foule de commentaires, merci à vous. Non, je pense pas que Lirola puisse passer devant Murillo dans la hiérarchie parce qu'ils ne sont pas utilisés pareil. C'est comme quand on compare Rongier et Kondogbia. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Murillo est utilisé comme un défenseur central la plupart du temps, qui peut aussi jouer côté droit et monter très haut. Dans le contexte de Strasbourg, sans Quentin Merlin, il y a effectivement une concurrence qui peut s'installer entre Lirola et Murillo. Si tu joues, comme je l'ai dit, avec Brassier, Cornelius, Kondogbia dans une défense à 3, plus Murillo sur le côté droit pour faire les fermetures défensives et monter beaucoup dans son couloir, dans ce contexte-là, Lirola peut avoir son mot à dire. Mais la plupart du temps, Murillo, quand Merlin est titulaire et que Murillo est titulaire, Murillo ne joue pas le poste de Lirola. Lirola n'est pas capable de jouer 3e défenseur central dans une relance olympienne. Je pense pas. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait une concurrence qui s'installe entre les deux. Bah Loïc, écoute, fais-moi signe quand on a évidemment quelqu'un qui appelle. Regardez, juste ici, vous pouvez me contacter, passer avec moi dans l'émission, on discute, on papote, on se régale. Tu aurais préféré Modric que Mudryk. Mais Modric, attends, il a quand même 40 ans. Je pense qu'il est un peu sur le déclin. Moi, je préfère Mudryk. Mais Modric à l'âge de Mudryk, c'est pas la même. Je vends Enrique, je suis fou. Non. J'explique juste que si tu fais venir un joueur cet hiver, il va peut-être falloir aussi dégraisser un petit peu. Et je pense qu'Harit ou Enrique, ça peut partir. Oui, je pense que c'est la possibilité. Je dis pas qu'il faut le faire. On n'a pas encore vu Carboni aussi à l'œuvre. Enfin voilà. Mais je veux pas vendre Luis Enrique, il est très bien en ce moment. Moi, je touche pas. Hein, si on reste à ce niveau-là, je touche pas cet hiver. Mais Wesley Fofana, c'est d'actualité. Alors sur Fofana et Mudryk, juste, on est sur des rumeurs de trucs anglais. Les médias anglais, on sait que ça s'enflamme sur des trucs. Je pense que Mudryk, il voit qu'il n'est pas titulaire à Chelsea, il se dit, ouais, Chelsea va peut-être le prêter, il a encore 7 ans de contrat.
Ils vont peut-être le prêter pour essayer de le valoriser un peu. Qui veut recruter un gars comme Mudryk? Le truc, c'est que l'OM a fait beaucoup de recrutements. Tiens, on va le mettre dans la liste. Mais je pense pas qu'il y ait plus que ça. Et pour Fofana, c'est lui-même qui a révélé que l'OM a tenté le coup. Le problème, c'est qu'au moment où on tente le coup, Fofana est pas certain d'être titulaire dans la défense de Chelsea, alors que maintenant, il a débuté les 5 premiers matchs de Première Ligue. Donc Fofana, ça me paraît impossible. Et j'ai Samuel qui est avec moi, la Peredeira. C'est ça, j'ai bien prononcé ton pseudo, Samuel? Bonjour. Appelle-moi Samuel, c'est mieux. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ben ouais, écoute, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin en direct sur le Phocéen? Alors, j'aimerais qu'on parle d'un truc qu'on n'a pas parlé, je crois, depuis que je regarde les émissions du matin, on n'a pas trop parlé. Bon, on est quand même bien parti pour faire une super saison. Peut-être pas gagner le titre, mais entre guillemets, avec l'option de gagner le titre, on peut jouer les 3 premières places assez aisément. Oui, les signaux sont au vert. Admettons, on finit dans les 3 premiers, disons 3e si on est pessimiste. Avec le mercato qui a fait sans Ligue des Champions là cette année, est-ce que tu penses que l'année prochaine, on peut vraiment basculer de l'autre côté et faire un mercato vraiment top niveau, quoi? J'aime beaucoup ta question. Je pense déjà qu'on a fait un mercato top niveau, même pour un club qui jouerait la Ligue des Champions. Mais je pense que tu veux dire peut-être continuer sur la lancée. Parce que honnêtement, voilà. quand tu fais Højbjerg, Greenwood et Rabiot, pour moi, tu fais un mercato même Rouli, tu fais un mercato plutôt Ligue des Champions. Hein. Oui, donc, mais c'est la première fois que ça nous arrive, ce genre de mercato. C'est vrai. Ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'on est capable d'enchaîner à faire encore 2 ou 3 très bons joueurs, quoi. Oui, et est-ce que ce genre de recrutement, ça dépend de Benassia, entre guillemets, c'est de Benassia demain il s'en va. Est-ce qu'on repart dans les Bounassar, dans les joueurs comme ça un peu milieu, moyen quoi, ouais. Ou est-ce qu'on va rester encore dans ce staging-là? Alors, 2 choses sur ce que tu dis et qui est très intéressant. La première, c'est que avant qu'il y ait Benassia, sous Longoria, on a quand même fait des très bons joueurs. Je t'en cite quelques-uns. Tu me diras si tu es d'accord, mais Saliba, Guendouzi, Sanchez, Milik, Aubameyang, qu'on le veuille ou non, tu vois, Kondogbia, quand on le prend, c'est un joueur qui joue à l'Atlético. Enfin voilà, il y a pas que du Bounassar, Ismaïla Sarr, Ndiaye, Vitinha, tu vois, dans ce que fait Longoria. Ce qui est vrai, cela dit. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Allô, Samuel? Oui, je te demande si tu es d'accord déjà avec ce début de... Alors, personnellement, moi, je trouve que le recrutement de cet été, c'est au-dessus de des joueurs que tu as nommés, juste parce qu'en fait, en termes de revente, tu vois, c'est pas du tout pareil. En termes de valeur marchande, c'est pas du tout pareil. Admettons une Aubameyang et une Sanchez, ça vaut absolument pas du tout Greenwood ou comment ça s'appelle, ou un mec comme Rabiot, un truc comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr, même Euro, si ça explose. Ouais, voilà. Donc, bon, après, on se disait la même chose d'Iliman Ndiaye, hein. Si jamais il explose, ça peut faire valoir beaucoup d'argent. Bah après, c'est sur un profil. Voilà, il s'est manqué, mais on y croyait tous. On va pas se mentir, quand Ndiaye il a signé, on est comme des fous. Donc pourquoi il y a cette évolution? Effectivement, tu parles de Benassia, tu as raison, il a un rôle important et majeur dans le mercato de cet été, mais je pense que ce qui a eu un rôle majeur dans le mercato de cet été, c'est De Zerbi. C'est un gars qui a une hype totale. Tu vois, quand on dit à un joueur de première ligue, viens, il y a De Zerbi. Si tu lui dis viens, il y a Tudor, avec tout le respect que j'ai pour Tudor, qui est pourtant un bon entraîneur, je pense pas que ça révolutionne la pensée d'un Højbjerg, tu vois. Højbjerg, s'il a le Milan AC et l'OM, quand on lui dit viens, il y a De Zerbi, il peut réfléchir. Si on lui dit viens, il y a Tudor, il va dire non, mais je vais quand même aller au Milan AC, c'est plus, tu vois. Donc je pense que l'arrivée de Zerbi, elle a décoincé pas mal de choses, mais c'est vrai. J'ai l'impression que Benassia a une sorte de courage, on va dire. C'est de se dire tout est possible, que peut-être d'autres dirigeants avant lui n'ont pas eu, probablement d'ailleurs, et il a les arguments, tu vois. C'est bien beau d'être Benassia, de connaître Højbjerg par exemple, mais ça suffit pas. Pour faire venir Højbjerg, il faut des arguments, et dans les arguments majeurs, il y a De Zerbi. Je le répéterai toute la saison.
Donc voilà, mais tu as raison. Est-ce qu'on est capable de continuer comme ça? Je pense que si on continue sur ce triumvirat avec Longoria, Benatia et De Zerbi et que les résultats sont bons cette saison, qu'on finit top 2, top 3, oui, je pense qu'on peut attirer encore 2 ou 3 très gros noms du foot. Je pense que c'est possible. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment basculer de l'autre côté, c'est-à-dire vraiment ne plus jouer au côté de Lens, Rennes, Monaco, tout ça, et vraiment coller Paris? Ou est-ce qu'on va quand même rester à notre place et ne pas non plus basculer de l'autre côté et commencer à vouloir peut-être avoir des joueurs comme des joueurs qu'on ne pensait même pas pouvoir avoir dans notre effectif, un mec comme Lukaku, des trucs comme ça, des joueurs qui vont toujours aller dans le top 3 de tous des 5 grands championnats, quoi, tu vois. Je comprends très bien ta question. Je pense que ça prendra du temps. Mais c'est un projet long terme, donc ça peut. À mon avis, c'est peut-être un peu tôt pour avoir des Lukaku, etc. Encore que, hein, tu vois qu'il part à 30 millions à Naples. Le gars, il a un peu essayé tous les championnats. Pourquoi pas, hein. Je pense que c'est un peu tôt, mais que ça pourrait se développer. Parce que tu prends le PSG, les 2-3 premières saisons, enfin les 2 premières, la star, c'est Pastore. Ça bascule au moment où ils arrivent à faire Ibrahimovic, Thiago Silva notamment. Et là, ils rentrent dans une nouvelle dimension de dire on prend qui on veut et on va devenir un gros club. Là où on va y arriver, nous, ça va pas être aussi fort financièrement parce que malgré tout, tu peux pas. Pour l'instant, dans les données actuelles de l'OM, tu peux pas aller chercher des... Bon, toi, tu as cité Lukaku, qui est un cas très particulier, mais tu peux pas aller chercher je sais pas, De Bruyne, par exemple, qui va arriver à un moment fin de contrat. Tu vas pas pouvoir le faire. Tu vois, tu vas pas pouvoir faire des cracks absolus, mais tu vas pouvoir continuer à aller chercher des mecs revanchards. Parce que c'est aussi ça la marque de fabrique du mercato. Je trouve que tu es allé chercher des mecs très revanchards. Rouli, c'est un mec ultra revanchard qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, par exemple. Højbjerg, il s'est fait piquer la place à Tottenham par des mecs, bon, à mon avis, sont inférieurs à lui. Tu prends Greenwood, il a une revanche sur la vie à prendre qui est terrible et il doit se racheter. Tu vois, Wai, il a une revanche sur ce qui s'est passé à Lens. C'est des mecs qui sont animés d'une revanche. Rabiot, pareil, et qui ont des choses à prouver. Et ces joueurs-là, je pense que tu peux les attirer, même les meilleurs. Voilà, on parlait de Fofana dans le chat tout à l'heure. Si Fofana s'était pas imposé comme titulaire à Chelsea, je pense que c'est le profil de mec que tu peux attirer. Alors, je veux pas monopoliser l'antenne, juste pour... Non, je te pose juste une dernière question. Après, je m'en vais et tu prends quelqu'un d'autre. Si jamais on prend l'option, là, on a pris l'option de la LDC pour l'année prochaine. Si jamais on va pas en Ligue des Champions l'année prochaine, on prend l'Europa League, ok? Est-ce que c'est vraiment une catastrophe absolue et on va pas s'en remettre pendant des années? Ou est-ce que c'est pas grave, on peut, entre guillemets, avoir une année en option où on échoue encore? Alors, c'est dur de répondre à cette question, mais je pense que j'ai la réponse. Elle s'appelle McCourt. Qu'on le veuille ou non, si tu fais ce mercato cet été, c'est parce que tu as un mec ultra solide qui te dit ouais, vas-y, banco, on s'envoie, on prend le risque. On hypothèque un peu déjà sur l'année prochaine, avec beaucoup d'options d'achat qui seront levées cet été, tu vois, l'été prochain. Et on y va, on s'envoie dans ce nouveau projet de 3 ans, etc. Là où je dis c'est pas une catastrophe industrielle, c'est que tu as McCourt. McCourt, tu lui dis, bon, ben voilà, le projet, il a bien pris, mais il nous manque encore ci, encore ça. McCourt, il peut dire, OK, on va pas faire de folie parce qu'on a quand même déjà un groupe. Donc, tu n'attends pas à ce qu'on ait des recrues incroyables, des mecs à 30 millions, etc. Mais tu peux quand même survivre, je pense, et garder l'élan. Mais malgré tout, sportivement, financièrement, c'est quand même un coup dur si tu vas pas en Ligue des Champions, tu vois, parce que tu as investi beaucoup d'argent déjà de la saison prochaine. Donc, moi, je pense que ça serait quand même un gros coup dur. Voilà. Mais tu vas pas mourir. Voilà. Parce que tu as un mec qui te sauve beaucoup les fesses quand même. McCourt, depuis qu'il est là, qu'on n'aime pas, qu'on ait envie des Saoudiens, pas des Saoudiens, on a quand même un mec en Ligue 1 rare. Bien sûr, on n'a pas un Qatari, on n'a pas un mec qui arrose à coups de milliards, etc. Mais on a quand même un mec solide. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Merci d'être passé, Samuel. Merci à toi. Bisous. Et au plaisir sur le Phocéen. Et on va accueillir un nouvel auditeur, bien sûr, pendant que je meurs à l'antenne. Excusez-moi, bien sûr. Hein. D'ailleurs, quelles sont les clauses de rachat de Greenwood par Manchester? Il n'y a pas de clause de rachat de Greenwood par Manchester, je crois pas. Je crois qu'il y a un gros pourcentage à la revente. Mais il n'y a pas... je pense qu'ils ont 50% de la revente d'ailleurs. Enfin, ou un truc comme ça, c'était ce qui fuitait. Peut-être pas de 50, mais ils ont un gros pourcentage. Mais il n'y a pas de clause de rachat.
acheter 40 et le revendre 80. Donc ça, c'est plutôt positif parce que sinon, il le ferait. Voilà, 50 apparemment. Bon, après, on n'est pas dans les comptes. Vous oubliez tellement facilement que les 2 premières années de McCourt étaient les mêmes que Textor. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'au bout de 2 ans de McCourt, on fait quand même une finale européenne avec un projet qui tient la route. Le projet Garcia, Gustavo, Payet, Thauvin, ça tenait la route au Campos. Sauf que ça tenait bien la route. Après, ça s'est effondré pour beaucoup de raisons. Pardon. Mais ça tenait bien la route. Donc non, je suis pas d'accord. Ouais. Mais c'est pas non sous de toute façon, Lopsy, s'ils ont 50%, ben, si tu le vends, tu le vendras peut-être 100 millions, tu vois, parce que c'est un mec qui est tellement hors norme. Il a signé 5 ans. Moi, mon projet, c'est pas qu'on le vende. Hein. Mon projet, c'est qu'on garde Greenwood 4 ans, tu vois. Vraiment. J'ai pas envie qu'on vende Mason Greenwood. Donc voilà. Mais si tu dois le vendre, effectivement, il y aura beaucoup d'argent qui ira à Manchester. C'est normal en même temps, parce que le gars il vaut pas 25 millions comme on l'a acheté. Question foot fiction. En cas de titre de champion de France et de l'attractivité de l'OM avec le nouveau projet mis en place, serait-il possible qu'on reparte pour 5-6 années au top ? Au top, je sais pas, mais en tout cas, un cycle vertueux et positif, j'ai envie d'y croire. Effectivement. Mais après, on connaît l'OM, on sait que c'est très sinusoïdal. 2 ans super, 1 an moyen, etc. etc. On a ça depuis les années tapis, quoi, malheureusement. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, mon cher Loïc ? N'hésite pas à me faire savoir. En fait, on reconnaît pas les intentions. C'est GG qui me dit ça. On reconnaît pas les intentions de Franck McCourt sur son investissement futur. Peut-être a-t-il compris que pour être dans le top 20 Europe, il faut investir chaque année. Peut-être. Effectivement. N'hésitez pas à appeler les amis. Si vous voulez échanger, poser une question, peut-être donner un avis, même me rentrer dedans, dire que je dis n'importe quoi. C'est une émission, on est en détente, hein, l'OM au café, comme au bar, au café, où on prend une petite noisette, on se met, on se pose et voilà, on se met bien et puis on discute, on papote, tranquille. Tranquille, tu as vu frère. Donc voilà, on se met bien, un petit café, une petite discussion, on ouvre le journal, on mange quelques cacahuètes, voilà. Branchez-le sur Harit s'il vous plaît. Ben appelle, viens me brancher Lopsy. Viens, appelle, franchement ça me ferait trop plaisir que tu téléphones. Je te jure, c'est vrai. Quel est le poids de notre sponsor dans les finances de l'OM ? J'ai l'impression qu'on a un super sponsor. Effectivement, Charlie, c'est un sponsor qui paye un peu plus que ce qu'on avait par le passé, qui vient presque par philanthropie, parce que faire de la pub pour CMA CGM, ça sert presque à rien, puisque c'est le leader mondial de son domaine, hein, le transport de marchandises, de conteneurs, etc. Il n'y a pas besoin de pub, tout le monde connaît et tout le monde passe par eux, donc voilà. Pardon. Excusez-moi, c'est un petit rhume là qui est un peu sympa. Il n'y a personne qui a envie de passer, il n'y a pas de courageux ce matin. Eh ben dis donc. Quel est le point, hein, ok. Ça parle beaucoup de Textor. Ne redoutes-tu pas une saison Bielsa ? Ha ha ha. Merci pour cette question. OM 13-30. Oui, je peux redouter une saison Bielsa, à ceci près qu'à l'époque de Bielsa, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est une saison où il y a 4 très bons clubs, notamment Monaco, Lyon et Paris, et que voilà, tu finis 4. Là, je vois que 3 clubs, dont nous. Et donc, je pense que même si on vit une saison Bielsa, pardon, on a moyen de... Oh là là, mais ça va pas du tout, moi, ce matin. On a moyen de finir podium. J'entends du bruit dans mon oreille. Est-ce que quelqu'un est avec nous ? Allô ? Ça va venir.
Ça va venir. Il y avait la CAN en plus dans la saison Bielsa. Effectivement. C'est vrai, vous avez raison. Euh, J'habite pas à Lyon, les amis, hein. Je sais que Sébastien a dit que j'habitais à Lyon. C'est vraiment pour brancher. J'habite à 1 heure de Lyon. Voilà. Voilà. Mais vous pouvez continuer à brancher là-dessus, il n'y a pas de problème. La commission de discipline n'a pas encore déjugé l'arbitre pour Balerdi. Non, 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 mais elle va pas le déjuger. Balerdi est suspendu pour le match de Strasbourg. C'est officiel. Et on a Mathéo, Olympique de Mars 1993, qui est avec moi en ligne. Salut Mathéo. Salut Romain, tiens, ça me fait plaisir de te parler de vive voix. C'est partagé. Tiens, manque je un vais faire peu, ce que je fais. Je vais faire ce que je fais jamais. Et t'as quel âge? Tu nous appelles d'où et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis formateur à l'AFPA en fibre optique. Donc j'habite à Marseille, hein, je suis dans le 8e arrondissement. J'ai toujours été supporter de l'OM depuis tout petit. Là, je suis en train d'initier mon fils maintenant, enfin, de génération en génération, je pense comme beaucoup de Marseillais. Ouais. Et voilà, J'y pour suis le moment, je aussi. kiffe, hein, on va pas te mentir. Hein. Et oui, mais qu'est-ce que tu voulais nous dire du coup ce matin? Il y a un truc, un sujet que tu as envie de soulever, un point de vue à développer. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Ouais, alors moi, je voulais surtout parler de ce qu'on ressent les supporters par rapport au traitement que fait la Ligue 1, la LFP sur Ah, très, l'OM. très bon sujet. Vas-y, je t'en prie, Parce que lâche-toi. on est quand Pas, même pas vendeurs, d'insultes, pas on est quand d'insultes, même, mais lâche-toi. Fais-toi plaisir. on est quand même une grosse écurie de Ligue 1. On leur permet de quand même vendre, même si ça a été mal vendu, leur Ligue 1. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup de reconnaissance envers notre club, qui est quand même un des plus historiques du championnat de France. Je ne vais pas encore dire qu'on est les seuls à avoir une Ligue des Champions, mais en fait c'est le cas. Donc malgré tout, on arrive à attirer des entraîneurs de renom que tout le monde s'arrache, des joueurs que personne pensait qu'on arriverait à prendre. On a un stade, voilà, qu'on a une vraie histoire, un vrai stade, contrairement à un certain QSG qui n'a que 35 ans et un Michel Denisot derrière. Donc moi, je suis un peu, voilà, ça m'énerve un peu. Je trouve on est un peu le vilain petit canard, alors que bon, ce qui s'est passé il y a 40 ans dans le championnat ou avec l'appui, etc., c'est quelque chose qui est loin. Et j'aimerais pas qu'on soit toujours mal considéré, voilà, alors qu'on mérite, je pense qu'on mérite plus de reconnaissance. Le championnat nous doit beaucoup, la Ligue 1 nous doit beaucoup, et je pense que les arbitres, etc., les présidents de fédé, les autres clubs devraient s'en souvenir un petit peu et nous respecter un peu plus. Voilà, Et je c'est suis un petit coup de gueule, totalement désolé. d'accord. Non, non, mais t'excuses surtout pas, c'était très bien. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et tu vois, c'est bien parce que la façon dont tu l'as dit, moi, j'aurais pas réussi à le dire comme ça. Parce que toi, tu as l'avantage d'être un supporter à 100%. Moi, je suis un supporter qui est devenu journaliste. Donc, j'aurais pas pu réussir à le dire avec les tripes comme tu l'as fait. Et c'est très bien. Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi, hein, de vous permettre d'appeler. J'ai juste un tout petit bémol sur ce que tu as dit, parce que je me sens presque obligé de le faire sur le PSG. Ouais. Pour moi, le Paris Saint-Germain fait partie de l'histoire du championnat de France. Il y a de très belles histoires dans leur club, même si c'est notre rival, même si tout ce qu'on veut, même si moi je déteste ce club. Il y a une histoire. Le Parc des Princes, il y a une histoire. Évidemment, très loin, diamétralement opposée de l'histoire inventée et faite avec de l'or qatari, les brodures, etc. On est d'accord. Mais dire que résumer le PSG au fait qu'il n'y ait pas d'histoire, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. C'est mon seul Non, non, bémol, tu non, vois. j'étais pas En aussi tant que directif Marseillais, que ça me fait ça. mal de le dire, mais c'est bien qu'il y ait d'autres clubs qui aient de l'histoire dans ce championnat. Lyon a une histoire récente, mais ils ont une Bien sûr. histoire. Voilà, nos rivaux ont de l'histoire et c'est bien aussi. Bien sûr, Reims, Saint-Etienne, il y a des clubs historiques en Ligue 1, hein, mais je pense Bien aussi ont sûr. leurs petites difficultés, comme Saint-Etienne en ce moment. Hein. Je Ah suis oui, fan de oui, oui. l'Olympique de Marseille, mais je suis réaliste. Après, le Paris Saint-Germain, oui. Donc l'air qui n'était pas QSG, bien sûr. Ah, ils ont eu de grands Exactement. joueurs, C'était juste ils pour ont eu leur préciser. époque aussi. Je suis d'accord, hein, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus représentatifs en ce moment Et, pour la Ligue bien 1 sûr. que nous, alors qu'on est quand même avec Lyon, même si je les déteste, on est quand même, on fait partie voilà, des acteurs majeurs et on devrait être un peu plus T'as raison. respecté. Au moins pour les décisions. Là, par exemple, j'ai encore vu la décision pour Balerdi de pas retirer le carton. Alors bon, ça me semble logique qu'ils n'aillent pas à l'envers de leur arbitre. Ok, d'accord. Ouais. La suspension des virages pour la fête, franchement, bon, les supporters, moi le premier, j'aime ma ville, j'aime mes supporters et
etc. On a déconné. Hein, on aurait pu l'allumer à la fin du match, tout ce bordel. Alors on était dans l'euphorie, dans la fête, c'était un match extraordinaire, etc. Ok, d'accord. Je pense que on s'est mis un petit peu, voilà, des bâtons dans les roues tout seul. Et ça risque Ça de nous nous arrive manquer, aussi hein, de le faire, oui. contre Angers. Ouais, ça nous arrive de se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Après, moi, je reste sur un truc qui s'est passé la saison dernière et qui m'a beaucoup choqué. Et j'en ai pas parlé ici. C'est que, tu vois, nous, quand on fait les fumigènes et tout, on ferme la moitié d'un virage avec les ultras, par exemple. Lens, qui fait des fumigènes, ils ont fermé 40 places l'année dernière avec un bandeau rouge au milieu, une croix, alors que c'était toute la tribune qui avait fait la fête. Mais comme leur groupe est représenté par 100 personnes, etc., ils avaient privé seulement 100 personnes du match d'après. Donc c'était limite ridicule. Tu voyais un tout petit carré avec une croix, avec des je sais plus comment ça s'appelle, là, les trucs de flics, là, les rubalises, Les barrières. sur 100 places. Ouais, non, ouais, des rubalises, tu sais, les trucs là. Bref, je trouve que nous, on s'habitue trop à l'injustice aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, on te ferme 6000 places au moins, parce que j'ai pas compté les MTP en plus dans cette analyse-là, on te ferme 8000, 9000 places pour des fumigènes. Moi, ça me gêne. Voilà. Moi, je trouve qu'il faudrait peut-être. Ça me gêne parce que ça va nous manquer et que malgré tout, on est en reconstruction, on a besoin des supporters. Et si les joueurs qu'on a, ils sont venus, c'est aussi parce qu'ils aiment le vélodrome, la ferveur, etc. Je trouve pas qu'on soit super aidés, quoi. On pourrait au moins avoir la même chose que les autres. Et je trouve que nous, c'est toujours plus à chaque fois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, ton coup de gueule est passé et il avait le mérite vraiment d'exister ce matin. Et franchement, rappelle-nous parce que tu avais un avis super intéressant à développer. Je vais raccrocher comme ça, on prend un dernier appel ce matin. Bien sûr. Merci d'être passé. C'est un plaisir. Merci pour ce que tu fais, Romain. Et je suis le Fautien depuis que je suis tout petit. J'ai aujourd'hui 36 ans, donc pour te dire que je suis depuis le début de ça, etc. Et voilà, je serai toujours supporter de vous aussi. Vous représentez bien nos valeurs. Bravo. On essaye. Après, on fait pas tout parfaitement. On essaye évidemment d'être les plus proches de ce que les supporters de l'OM pensent et ont envie de débattre. Je dis pas forcément envie d'entendre parce que la vérité est pas toujours bonne à entendre, mais au moins sur les débats et sur le cœur de ce qu'on a envie de discuter. Voilà, je pense que c'est important. La saison dernière, ça a été très important pour nous de mettre le haut là quand il a fallu le mettre. Et voilà, ça nous a pas. Voilà, on a eu des propos parfois qui nous ont valu quelques problèmes par la suite. On va pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, nous, s'il faut mettre les pieds, on les mettra pour vous. Donc voilà. Merci Mathéo. À très vite sur le FC1. Et je vais demander à Loïc de prendre un dernier coup de fil, l'appel du temps additionnel, on va appeler ça. T'en avais pensé quoi, toi, de l'arbitrage contre Lyon? Mais écoute, honnêtement, je vais essayer d'être honnête. Du stade, hein, parce que j'avais pas les ralentis, j'avais une rage énorme à la mi-temps. Je pense que ça se voit dans l'émission live qu'on fait tous les matchs où je suis passé à la mi-temps pour donner mon avis. J'avais une énorme colère, due notamment au fait de l'expulsion de Balerdi après 5 minutes. Je pense que le deuxième carton jaune, même si il avait fait faute lui-même, alors que finalement on se rend compte que la faute elle est limite plus de la Casette, etc. Je trouve que même si Balerdi fait cette faute, on n'est pas obligé de lui mettre un jaune comme un poulet sans tête et de tuer le match, parce que pour moi, je pense que Benoît Bastien et Balerdi bien sûr qui bien sûr fait partie du truc, hein, mais je pense que Benoît Bastien à ce moment-là tue le match le plus attendu depuis le début de saison, l'Olympico, dans un championnat en disette de droit télé. Et au bout de 5 minutes, il ruine l'Olympico. Moi, j'étais très en colère par rapport à ça, si j'étais un supporter de football lambda et même la Ligue, tu vois, parce que je trouve ça débile. Après, avec le recul, je me dis, bon, il n'y a pas de scandale, à terme scandale, mais c'est toujours dans le même sens, très souvent avec Benoît Bastien, et je trouve ça bien qu'on en ait parlé et que ça fasse débat. Et le penalty, le hors-jeu, j'ai pas vu le révélateur officiel, celui que voient les arbitres dans le camion VAR, donc je peux pas me positionner. Maintenant, il est louche sur le penalty 1. Par contre, sur le but de Cherki, je suis persuadé que le but est valable. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Tiens, Massilia 14170 est avec nous. Salut, est-ce qu'on a un prénom qui va avec ce super pseudo? Oui, salut Romain, oui. J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est Kevin, bonjour Romain. Kevin, salut Kevin. Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kevin?
Je vais très bien, merci. Je suis chargé de projet dans l'immobilier. Très bien, très bien, très bien. Et qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Bah, j'avais envie qu'on débatte un petit peu, même si ça a été fait un petit peu, sur le match de Strasbourg, parce que la vérité, c'est très Avec très plaisir. long, un match par semaine. C'est surtout que je trouve que pour moi, enfin je le dis en toute humilité, mais pour moi je vois qu'une victoire à Strasbourg, parce que Strasbourg depuis le début de cette saison, pardon, c'est une équipe très jeune pour le coup, et Je suis qui ne ferme d'accord. absolument pas le jeu. Et je trouve que ça correspond bien, en tout cas, à notre façon de jouer, comme on a pu le voir contre Brest notamment, qui était très révélateur. C'est pour ça que je nous Tu as vois raison, c'est vrai. pas gagner facilement, mais je nous vois gagner dimanche soir. Et c'est surtout, je me dis aussi, par rapport au début de saison, on fait quand même quasi le plein, et on n'a pas une équipe type qui s'est vraiment dégagée. Alors, hormis la partie offensive, mais ça va redistribuer les cartes avec Rabiot qui est arrivé, même s'il va pas être prêt tout de suite. Oui, oui, oui. Et surtout qu'on n'a jamais eu la même charnière depuis le début de saison. Bon, on échange, je te redonne la parole juste après, mais juste sur l'offensif, on part aussi du principe qu'on n'a pas encore Jonathan Rowe qui a eu sa chance en tant que titulaire, que Carboni ne s'est quasiment pas montré pour l'instant, n'a pas eu forcément sa chance. On ne sait pas si Koné peut évoluer un cran plus haut. Il y a beaucoup d'inconnus aussi offensivement. On parle d'équipe type, mais je suis même pas sûr qu'on est sur l'équipe type pour l'instant, même offensivement. Et tu as raison sur Strasbourg. Juste petit pas bémol, mais contrariété par rapport à ce que tu dis, c'est que si on compare avec Brest, et je trouve que la comparaison est très bonne parce que c'est deux équipes ultra joueuses qui ont envie, surtout à domicile, d'imposer un tempo, d'imposer un rythme, d'aller jouer haut, de proposer du football. Et c'est vrai, tu as raison sur Strasbourg, c'est une belle équipe, bien joueuse, comme ça pourrait nous correspondre. Si tu regardes le match de Brest quand même, on se rend compte qu'on est ultra réaliste sur la rencontre et que Brest a énormément d'occasions. Et quand même peut aussi se dire, ce match, ça peut être un autre résultat qu'une défaite. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis que, et je suis d'accord avec ton analyse, qu'on peut partir sur un match très spectaculaire et que peut-être, on peut se faire accrocher. Ouais, je suis tout à fait Kevin. d'accord avec ce que non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Dans le fond, tu as raison, et c'est vrai que par rapport à l'équipe type, le fait qu'on l'ait quasiment pas vu, j'avais oublié qu'on avait Carboni dans notre effectif. Et tu vois, Donc, mais c'est ça, je me dis qu'on a vraiment, et le coach l'a dit en conf, on a une vraie marge de progression parce qu'on n'a pas encore d'équipe type, qui s'est vraiment dégagée. Donc, je me dis que quand on a vraiment une équipe type qui vont avoir l'habitude de jouer ensemble, bah, on peut, je dis on peut, hein, pas, même si j'ai envie de m'enflammer, et moi je crois au titre cette saison, j'ai envie de rêver un petit peu, parce que les dernières saisons ont quand même été dures mentalement à suivre. en vrai, ça coûte rien on peut être un rouleau compresseur, quoi. Ouais, ça coûte rien de rêver du titre. Moi, je le dis parce que j'ai l'impression que quand je le dis, c'est un gros mot. On a le droit d'y rêver, mais en se disant, si on l'a pas, c'est pas dramatique. Donc, tu vois, on se dit, ouais, on le joue, ça serait bien, etc. Mais il faut pas qu'on brûle la commanderie si on finit troisième, tu vois. Je fais une métaphore, évidemment. Mais je crois que c'est ça qu'il faut qu'on se dise. C'est qu'être ambitieux, ça n'empêche pas d'être réaliste. Et on a le droit d'être ambitieux, de se dire, on peut le faire. Et de se dire, bon, ben, on n'a pas réussi parce qu'il manque encore ci, parce que Paris a gagné 90 points sur 102. Tu vois, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on n'est pas champion qui font que voilà, on a le droit quand même d'être ambitieux, je pense. Je suis d'accord avec ce que tu dis également. C'est juste que là, tout s'apprête à le mercato, les matchs qu'on dégage, les victoires. On a l'impression que c'est vraiment la saison pour nous. Oui. Le match de Lyon, magnifique. En plus, pour moi, la petite touche, la petite cerise sur le gâteau, c'est les sorties de Benassia. Alors ça, c'était vraiment oui. pour le coup. Il y a bien longtemps qu'on avait vu ça à Marseille. Donc en fait, on a l'impression que toutes les planètes sont alignées. Mais effectivement, faut pas se mettre en tête, on va être champion, parce qu'après, si c'est pas le cas, qu'on finit, je sais pas, 2 ou 3e, on aura une grosse déception. Et il faut pas qu'on ait une déception, bien au contraire. On sait que c'est un nouveau projet qui est bâti sur 3 ans avec le coach. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y aura des trous d'air dans la saison pour certains joueurs. Et peut-être que les trous d'air, ce qui va nous coûter certainement des points. Rouli fait un début de saison exceptionnel, mais ce qui va tenir sur la durée, on ne sait pas pour l'instant. Il y a quand même encore des choses où
il y a des joueurs qui peuvent passer à côté de leur match, et ce qui peut potentiellement nous faire perdre des points comparé à peut-être une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui est quand même, pour moi, à mon sens, largement au-dessus. Je suis aussi d'accord avec tout ce que tu dis, c'est cool, on a la même vision. Écoute, merci, c'est sympa d'être passé nous voir. Sur Benatia, évidemment, ça donne un peu de piment à cet après-match. Maintenant, il y a toujours un débat, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il n'a pas bien fait. Je comprends ton avis en tout cas. Moi, je suis un peu plus mesuré. C'est vrai que je me suis pas encore trop exprimé là-dessus, mais je suis un petit peu mesuré. Je pense que c'est bien. À 2-2, j'aurais compris. À 100%, à 3-2, tu peux venir et par exemple dire je conteste l'expulsion de Balerdi parce que si, parce que ça, avec la même véhémence. Je ne sais pas si c'est judicieux de tout de suite se mettre tout le monde à dos comme ça. Mais bon, on verra sur la longueur. Peut-être que c'est judicieux, au contraire, de montrer les muscles et de dire on ne se laissera pas faire. J'avoue, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Merci en tout cas, c'est cool d'être passé nous voir ce matin dans l'émission. Et merci pour ta fidélité, parce que je vois souvent ton pseudo apparaître. Eh ben, merci à vous, merci à l'équipe du Phocéen, et puis une bonne après-midi, et puis à ce soir pour le talk. Je sais pas, comme je suis au travail, je vais pas te mentir, je suis l'émission, mais j'écoute pas toujours tout. Je sais pas si tu as donné la compo du talk de ce soir. Je l'ai donné, mais je peux la redonner. Il y aura Romain Seb, Romain Canuti, Sébastien Volpe, Bastien Cordoleani et Stanislas Touchot de l'AFP. Les faits, rien que les faits. Voilà, donc ça va être une belle émission avec franchement pour le coup 4 pour moi personnes qui connaissent très très bien le foot. Seb évidemment, Romain on les présente pas, mais Stan c'est quelqu'un qui a suivi la Serie A de très très près ces dernières années, qui est très féru, qui connaît beaucoup de choses sur le football, il est très intelligent. Et Bastien évidemment grand supporter de l'OM, mais qui connaît très très bien le foot, qui travaille même en tant que un peu scout, etc. Donc vraiment une belle compo pour une belle émission. Je pense que je vais la regarder avec plaisir aussi. Donc voilà, oui, tout le monde sera en plateau ce soir pour cette émission. Et voilà, donc je vous donne les rendez-vous. Merci beaucoup d'être passé nous voir. À tous les auditeurs qui viennent à chaque fois, c'est un plaisir. En plus, vous êtes pertinents, donc franchement, moi je me régale. Donc vous avez bien sûr, comment l'oublier, demain l'OM au café à la même heure avec Slimane Ayen, ce soir le talk bien sûr, et puis il y aura la conférence de presse, elle sera à 13h30 demain vendredi 13h30. Pour l'instant j'ai pas le nom du joueur qui va participer, mais voilà pour la conférence de presse de l'Olympique de Marseille. Et puis bien sûr 4 heures de direct autour du Strasbourg OM de dimanche. C'est la promesse qu'on vous fait à chaque match et qu'on remplit. Voilà, je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen et merci pour votre fidélité. Ciao.